Nous revoilà encore une deuxième fois pour l'explication du chapitre 19 de programme de terminale, la santé et la sécurité au travail. Nous sommes tous conscients que toutes les activités professionnelles comportent à des degrés différents des risques. Donc ces risques peuvent être des accidents de travail ou encore des maladies. Nous allons d'abord, dans un premier temps, définir les accidents de travail. Les accidents de travail. L'accident de travail survient à un salarié sur son lieu de travail. Par exemple, ouvrier de fabrication dans un atelier, une personne travaillant quel que soit pour le compte de son employeur. Par exemple, un technicien de maintenance en intervention chez un client. L'accident de travail, c'est un accident qui est survenu pour le fait ou l'occasion du travail. Si ce salarié est en déplacement, mais qu'il a été envoyé par son employeur, il s'agit encore d'un accident de travail. Pour être qualifié d'accident de travail, celui-ci doit présenter 3 critères. Pour différencier les autres accidents de l'accident de travail, il doit avoir 3 critères. Le premier critère étant, il doit subvenir d'une manière soudaine. C'est-à-dire l'accident de travail n'était pas prévisible, ce n'était pas quelque chose auquel on s'y attendait. L'accident doit provoquer un ou plusieurs dommages corporels, c'est-à-dire après cet accident, le salarié doit avoir une plaie ou une fracture, une brûlure, etc. Au moment de l'accident, il doit y avoir la subordination juridique du salarié à son employeur. Son employeur doit aussi être pris en considération. Accident survenant au cours du déplacement professionnel. On parle ici d'un accident de mission. Un exemple d'accident de mission, un technicien de maintenance qui a été envoyé chez un client, s'il lui arrive un accident, il s'agit d'un accident de mission et les accidents de mission sont aussi considérés comme étant un accident de travail. Nous avons le deuxième point, on parle ici d'un accident de trajet. Qu'est-ce qu'un accident de trajet? C'est un accident qui se produit lors du trajet habituel direct entre le domicile et le lieu de travail ou inversement du salarié. C'est-à-dire le salarié, quand il sort de chez lui pour aller au travail, si sur la route il a eu un accident, cet accident est considéré comme un accident de trajet et il est aussi considéré comme étant un accident de travail. Parallèlement, si le salarié il sort de son lieu de travail et qu'il se rend vers son domicile et qu'il n'a pas détourné la route, il n'est pas passé quelque part pour faire des courses, aller chercher quelqu'un, etc. Il s'agit encore d'un accident de trajet et l'accident de trajet est qualifié comme étant un accident de travail parce qu'il s'est déroulé pour les faits et l'occasion du travail. Vous avez ici les calculs des indicateurs des accidents de travail. Les indicateurs d'accidents de travail. Les entreprises, elles sont amenées à avoir des accidents de travail. Comment peut-on calculer la fréquence et la gravité de ces accidents-là? Donc vous avez 2 formules. Vous avez le taux de fréquence, rapporte le nombre d'accidents du travail donnant lieu à un arrêt de travail au nombre d'heures travaillées. Et voici la formule. Le taux de fréquence est calculé. C'est le nombre d'accidents avec carré. Le nombre d'accidents avec carré divisé par le nombre d'heures travaillées et multiplié par 1 million. Et vous avez le taux de gravité. Le taux de gravité et des incapacités temporaires rapporte le nombre de journées d'arrêt de travail au nombre d'heures travaillées. Et la formule est ici. Vous avez le nombre de jours d'incapacité sur le nombre d'heures travaillées multiplié par 1000. Le troisième point, c'est le troisième risque professionnel ici. Nous avons la maladie professionnelle. Si un travail expose un salarié de manière directe à un risque quelconque pour sa santé ou même sa vie, la maladie qu'il peut encourir sera alors professionnelle. Les causes peuvent aussi être indirectes et provenir alors des conditions de travail qui encadrent son activité professionnelle, son environnement de travail. Exemple, le cause directe, ça peut être un salarié qui a porté des cartons lourds et une fois qu'il a porté ces cartons lourds-là, il aura mal au dos. Et cette maladie est considérée comme étant une maladie professionnelle parce qu'il a eu cette maladie pour l'effet et l'occasion du travail. C'est parce qu'il a porté des cartons lourds qu'il a eu mal au dos.
Les causes indirectes maintenant. Travail sur un chantier d'émolition, problème respiratoire. Un salarié qui travaille, nous avons ici des exemples. Le salarié qui est en activité professionnelle, il a porté des cartons lourds et après il se retrouve avec une maladie professionnelle étant un mal de dos. Et vous avez ici un chantier d'émolition. Le salarié qui travaille ici, avec toute cette poussière, il peut avoir un rhume et ainsi de suite, il peut avoir des problèmes respiratoires. La deuxième partie de ce chapitre, les obligations de l'employeur et de l'employé. L'employeur est soumis à l'obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ce salarié. C'est une obligation qui a été inculquée à l'employeur. Il doit assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Parallèlement, il doit équiper ses salariés en matière de sécurité, EPU, équipement de protection individuelle, masques, gants, casques, bottes de sécurité, etc. Et vous avez un troisième point qui est de mettre en place des actions de prévention. Avant même qu'il y ait le risque, l'employeur est tenu de prévenir ce risque-là auprès de ses salariés. Les obligations du salarié maintenant. Le salarié, il a le droit d'alerte et de retrait. Le salarié a le droit d'alerter son employeur s'il estime que son travail comporte un danger pour lui, sur sa santé ou même pour sa vie. Et de ce fait, il peut suspendre son activité et arrêter de travailler afin de se protéger de tout risque ou maladie éventuelle. Il doit prévenir sa hiérarchie de tout dysfonctionnement de matériel ou autre. Donc le salarié, il a le droit d'alerter son employeur et de lui dire voilà, mon travail, c'est risqué, je ne peux pas continuer sur ce travail parce que ça représente un risque pour moi. Et à partir de là, il pourra arrêter de travailler. Le salarié a encore l'obligation de sécurité, c'est-à-dire dans le respect des consignes données par l'employeur, le salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées en fonction de ses possibilités et de sa formation. L'employeur va donner des consignes au salarié et le salarié doit respecter ces consignes-là pour assurer sa santé et sa sécurité. Dans la troisième partie de ce chapitre, nous allons voir le moyen de prévention des risques professionnels, c'est-à-dire comment on va prévenir les risques professionnels avant même qu'il y ait des risques dans l'entreprise. Le premier moyen, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, le rôle de l'ergonome est d'analyser les conditions de travail de chaque salarié et de remédier à tous les dysfonctionnements et les problèmes rencontrés pour faire en sorte que l'homme s'adapte au mieux à son poste de travail et à son outil de travail, c'est-à-dire améliorer la relation homme et machine. L'ergonomie, c'est une science, une technique qui permet d'adapter le travail à l'homme. Ce n'est plus à l'homme de s'adapter à son travail, on va plutôt adapter le travail à l'homme. Et ici, vous avez une image d'un salarié qui se trouve sur un poste de travail. Le deuxième moyen de prévention des risques professionnels, c'est la formation à la sécurité. En matière de sécurité, les salariés doivent être formés, d'une part, aux précautions à prendre pour limiter le risque, d'autre part, à la conduite à tenir en cas d'accident. On va former les salariés dans deux cas. S'il y aura un accident, les conduites qu'ils auront, et avant même qu'il y ait des accidents, les précautions qu'ils doivent prendre pour se protéger contre ce risque-là. Exemple, exercice d'alerte incendie, formation au premier secours. Nous avons encore un premier point de prévention des risques professionnels, c'est l'information aux salariés. L'employeur doit sensibiliser le personnel aux situations à risque. Cette information utilise différents supports de communication, notes de service, affiches, pictogrammes, consignes d'évacuation en cas de sinistre, signaux lumineux, sonores, livrets de sécurité. Nous avons ici, c'est toujours la même partie, nous allons voir quand le salarié doit informer, quand il doit former, ainsi de suite. Quand le salarié ne connaît même pas le danger, quand il est nouveau dans l'entreprise et qu'il ne connaît pas les éléments dangereux et le lieu dangereux dans l'entreprise, l'employeur doit donc les informer. Quand le salarié ne sait pas, c'est-à-dire il manque de connaissances, manque d'expérience ou encore une manque de formation, l'employeur doit donc le former en lui donnant des explications sur comment se protéger. Quand le salarié ne veut pas, c'est-à-dire il a une mauvaise volonté, un mauvais esprit, une mauvaise habitude,
il ne veut carrément pas se protéger, donc l'employeur doit le motiver. Et finalement, quand le salarié ne peut pas, c'est-à-dire il a une aptitude physique, une aptitude morale, l'employeur doit donc le convaincre. Et voilà un petit schéma qui essaye de regrouper ce qu'on a dit sur la prévention de risque. Le salarié doit informer, doit former, doit motiver et convaincre. L'employeur est tenu d'informer les salariés quand ils ne connaissent pas le danger. Il est tenu d'informer les salariés quand ils ne savent pas le danger. Il est tenu de les motiver quand le salarié ne veut pas se prévenir contre le risque. Et enfin, il est tenu de les convaincre tout simplement quand le salarié n'a pas la capacité qu'il faut pour se prévenir contre le risque. Et enfin, nous avons ici les acteurs de la santé au travail. Pour prévenir la santé au travail, beaucoup d'acteurs interviennent. Nous avons en premier lieu le médecin de travail. Qu'est-ce qu'un médecin de travail? C'est un médecin qui effectue le métier de médecine et qui essaye de prévenir les salariés contre tous les risques professionnels. Il reçoit les salariés lors des visites médicales annuelles ou exceptionnelles, ou sur demande des salariés, il détient le pouvoir de déclarer un salarié apte ou inapte à son poste de travail. Nous avons encore le CHSCT, c'est-à-dire le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce comité, nous retrouvons beaucoup de personnes. Nous avons les comités d'entreprise, les représentants du personnel, nous avons le médecin du personnel, le délégué du personnel et enfin le responsable du service de sécurité, s'il existe dans l'entreprise. Et s'il n'en existe pas, nous allons prendre le responsable de l'entreprise, le dirigeant ou l'employeur. Le CHSCT, le comité du jeune de sécurité et des conditions de travail, a pour fonction de veiller à l'observation des obligations législatives et réglementaires, analyser les risques professionnels et les conditions de travail dans l'entreprise, proposer des actions de prévention et enfin donner un avis consultatif de toute décision d'aménagement relevant de l'hygiène et de la sécurité des conditions de travail. Parallèlement, nous avons aussi d'autres acteurs qui interviennent dans la prévention des risques de travail, la prévention des risques professionnels. Nous avons aussi la CNSS, la Caisse nationale de sécurité et de santé, qui essaye de donner son avis sur les maladies professionnelles et les accidents de travail, qui essaye de confirmer, on va dire, s'il s'agit d'une maladie professionnelle ou encore s'il s'agit d'un accident de travail. Nous avons encore la Commission nationale de sécurité et de santé, c'est encore un comité de personnes dans lequel se trouve le médecin de travail, le délégué de personnel, le chef d'entreprise, etc., etc. Et nous avons l'inspection du travail qui va essayer de contrôler si les règles ont été appliquées dans l'entreprise. Voici un exercice d'application. Rémi, ouvrier de maintenance, doit réaliser une opération toute simple. Remplacer un tube fluorescent défectué dans le bureau de M. Alougen. Cela fait plusieurs jours que M. Alougen attend qu'on lui répare cet éclairage. Ce n'est pas étonnant. Les agents sont toujours débordés et ils ne travaillent pas assez vite. Le plafond étant haut, Rémi est obligé d'aller chercher une échelle double. Il ne la trouve pas à sa place habituelle. Et par négligence, il décide de se contenter de ce qu'il trouve. Elle a un barreau cassé. Pour aller plus vite, il ne dégage pas le sol très encombré. En redescendant, il regarde où il pourrait poser les pieds et sur le sol en oubliant le barreau cassé et déséquilibré. Il tombe lourdement et souffre de contusions diverses. Le travail à faire, c'est de repérer dans le texte 3 critères permettant de qualifier ce risque d'accident de travail. Dans le cours, on avait vu qu'il y a des critères pour qualifier un accident de travail, un risque comme étant un accident de travail. Et les 3 critères étaient le dommage corporel, la subordination juridique et le fait que cet accident se déroule de façon soudaine. Dans le cours, on avait vu que les risques devraient avoir 3 critères pour le qualifier d'accident de travail. Et ces 3 critères étaient, il faut qu'il y ait un caractère soudain et imprévisible, il faut qu'il y ait une subordination juridique
Et enfin, il fallait qu'il y ait des dommages corporels. Je vous laisse faire cet exercice. Voici la correction de l'exercice. On nous avait demandé de trouver les 3 critères qui permettaient de qualifier le risque d'accident de travail, n'est-ce pas? Le premier critère se trouve dans la première partie. Dans le premier paragraphe, vous avez « ce n'est pas étonnant ». Dans le premier paragraphe de l'exercice, vous avez l'expression « ce n'est pas étonnant ». Les agents sont toujours débordés et ils ne travaillent pas assez vite. Donc il s'agit d'une subordination juridique. Après, le deuxième critère se trouve dans la deuxième partie, dans le deuxième paragraphe de l'exercice. Le plafond étant haut, Rémi est obligé d'aller chercher une échelle double. Il ne la trouve pas à sa place habituelle et par négligence décide de se contenter de ce qu'il trouve. Elle a un barreau cassé. Et donc le caractère soudain de cet accident de travail se trouve ici. Elle a un barreau cassé. C'est quelque chose auquel il ne s'y attendait pas. Et après, nous avons... Pour aller plus vite, il ne dégage pas le sol très encombré. En redescendant, il regarde où il pourrait poser les pieds sur le sol et oubliant le barreau cassé et déséquilibré. Le troisième se trouve ici. Il tombe lourdement et souffre de contusions diverses. Donc là, on a un dommage corporel. Il est tombé et il y a eu un dommage corporel. Nous sommes à la fin de ce chapitre. Mes chers élèves, nous sommes à la fin du chapitre 19. Je pense que l'explication et l'exercice d'application vous a été utile. Très bonne suite sur les cours télévisés.